Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans 101%, il y a tellement de choses que je vais être obligé de lire le sommaire. C'est une bonne excuse. La critique de jeu F1 2011, No Life Emploi IRL, Temps perdu, Retro and Magic, Bill and Ted Adventure qui sont les ancêtres de Wayne's World. Mais on commence avec les news. On vous a déjà parlé de Renegade Ops dans 101%, mais sachez que les joueurs PC auront droit à un véhicule exclusif, et pas des moindres puisqu'il s'agit du buggy conduit par Gordon Freeman dans Half-Life. Et pour pousser plus loin le clin d'œil au fameux FPS, vous pourrez même utiliser les fourmilions en tant qu'arme spéciale pour pulvériser vos ennemis. Renegade Ops est déjà précommandable sur Steam et sera téléchargeable à partir du 14 octobre prochain. War is upon us. Its first victim, Slava Pavlov of the Griffin. Voici maintenant un nouveau trailer de Might & Magic Heroes 6, qui met ici en avant l'histoire du prochain titre de Black Hole Entertainment. L'occasion pour les joueurs de se familiariser avec les différentes factions disponibles dans le jeu. Toujours prévu pour le 13 octobre prochain sur PC, on attend évidemment d'avoir ce Might & Magic en main pour vous en parler plus en détail. Die! All of you! Et on termine ces news avec un jeu qui semble vous avoir sérieusement accroché, en tout cas suffisamment pour justifier d'une nouvelle édition. En effet, la simulation agricole Farming Simulator 2011 est désormais disponible en édition Platinum. Outre de nouveaux véhicules, on trouvera dans cette édition de nouvelles structures et de nouveaux équipements, mais aussi une prise en compte des énergies renouvelables, comme les éoliennes ou encore les panneaux solaires. Bref, tout un tas de nouvelles features fatales qui mettent définitivement en danger la série des Harvest Moon. On plaisante, hein? Outre mes attirances pour les jeux vidéo, le comics, tout le monde sait que j'aime les hommes en slip. C'est vrai que tout ça c'est un peu geek, voilà. Mais j'aime aussi d'autres choses. Alors oui, les séries télé, mais ça peut être toujours geek. J'aime aussi l'histoire. L'histoire. L'histoire de France, l'histoire... tout ce qui est historique, quoi. J'aime bien, voilà. Alors c'est pas geek, mais des fois on tombe sur des trucs trop bien. Par exemple, Jean Telet, qui est l'auteur du Montespan, qui a eu un prix à Angoulême en bande dessinée. C'était d'abord un roman, puis c'est devenu une bande dessinée. Si vous l'avez pas lu, allez lire Le Montespan. C'est super bien, l'histoire d'un homme tellement amoureux de sa femme qu'il en va jusqu'à défier le roi de France. C'est beau, c'est une très belle histoire. Et bien Jean Telet a sorti un livre qui s'appelle Charlie IX. Alors qu'est-ce que Charlie IX? En fait, c'est l'histoire de la Saint-Barthélemy. Et enfin, on va comprendre pourquoi il y a eu un massacre à la Saint-Barthélemy et comment ça s'est passé. Parce que finalement, on sait tous qu'il y a eu un massacre à la Saint-Barthélemy, mais après, c'est un peu vague. Voilà. Donc on en reparle juste après le reportage sur F1 2011. Alors, je ne vais pas vous parler du jeu. Pourquoi? Parce que 1, je n'y ai pas joué, j'avoue. 2, je n'y jouerai sûrement pas, parce que les simulations de voitures, ça m'emmerde. Et encore plus les simulations de Formule 1, où alors le décor est quasiment tout le temps le même, hein, et ça tourne en rond. Et ça m'emmerde. Par contre, j'ai vu le docu-fiction sur Ayrton Senna. Je suis allé le voir au cinéma. Et si on a envie de comprendre un peu plus la Formule 1, comprendre pourquoi, par exemple, son père aime la Formule 1, eh ben, c'est plutôt intéressant. Voilà. La critique. La série Formula One a connu une histoire assez chaotique ces dernières années. Un contrat entre la Fédération internationale de l'automobile et Sony accordait à ce dernier l'exclusivité de la licence entre 2003 et 2007. Les fruits de cette collaboration ne furent pas des plus inoubliables à cause d'une IA mal calibrée et d'un contenu ne correspondant pas aux saisons en cours. Ainsi, la FIA et Sony ne renouvelèrent pas leur partenariat et c'est Codemasters qui récupéra la licence. Après quelques années de silence et un F1 2009 sorti uniquement sur Wii, F1 2010 déboula et mit une claque monumentale à tous ceux qui l'ont essayé. Totalement fidèle à la réalité, que ce soit en termes de gameplay ou de contenu, et malgré quelques défauts comme une compétition bien trop rude, le Formula One version Codemasters mit tout le monde d'accord. Sans surprise, un nouvel épisode, F1 2011, débarque en cette fin d'année. Le challenge à relever par Codemaster est double. L'éditeur doit à la fois fournir une simulation ultra réaliste d'un sport en constante mutation, tout en corrigeant les défauts de la précédente itération. Peut-on encore être surpris par Formula One ? C'est ce que nous allons voir.
Que les choses soient claires, F1 2011 est une simulation résolument hardcore, destinée exclusivement aux amateurs éclairés de cette discipline. Tout d'abord, il n'y a aucun didacticiel, vous êtes directement lâché dans les menus et personne ne vous expliquera à quoi servent les KERS ou autres DRS. Si vous ne connaissez rien au domaine, il vous faudra apprendre à la dure, finir dernier lors de vos premières courses et passer 1 heure sur Wikipédia pour comprendre l'utilité de votre aileron arrière. Cependant, cet oubli impardonnable n'empêchera pas les joueurs les plus accros de s'amuser. Les débuts seront difficiles, mais au bout de quelques heures, vous aurez appris inconsciemment les règles de la F1 et compris qu'il ne faut surtout pas jouer comme si l'on était au volant d'un véhicule de Dirt 3 ou de Need for Speed Shift. Oubliez toute notion de dérapage, cela n'existe pas en Formule 1. Pour emprunter un virage serré, il faut freiner, et oui. Et ne songez pas à prendre des raccourcis de fortune ou à exploser l'arrière-train de vos concurrents pour les doubler, vous prendriez une pénalité vous rétrogradant dans le classement de la course. On dirait que les commissaires t'ont infligé une pénalité de temps. Ce pilotage exigeant et réaliste donne une identité propre à la série des Formula 1, la différenciant des milliers d'autres jeux où maîtriser le dérapage est la principale condition de victoire. Les éléments de gameplay introduits dans cet épisode collent avec les changements de règles de la F1. Tout d'abord, le KERS, ou système de récupération de l'énergie cinétique, permet au pilote d'emmagasiner l'énergie auparavant perdue lors d'un freinage, puis de la réutiliser en tant que boost, permettant ainsi à une voiture peu puissante de doubler ses concurrents mieux lotis. Enfin, le DRS, ou système de réduction de frein, vous autorise à déplacer légèrement l'aileron arrière de votre véhicule afin de gagner de la vitesse. Ces deux nouvelles features ne peuvent être utilisées qu'en suivant certaines conditions. Il faut bien évidemment avoir de l'énergie, symbolisée par une petite pile, mais également attendre le dernier tour et ne pas être en première position pour activer le DRS. Le contenu présent suit également de près la saison actuelle. Que ce soit les pilotes, les circuits ou même les pneus disponibles, tout colle parfaitement à la réalité. C'est ainsi que de nouveaux circuits, Nürburgring et New Delhi, ont été intégrés au titre. Le contenu absolument colossal de F1 2011 ne saurait être résumé par ces deux nouveautés. Les 3 modes différents, carrière, Grand Prix et Challenge, sans compter les modes multijoueurs, vous occuperont pendant des heures. Le mode carrière représente le gros morceau de ce F1 2011. Après avoir choisi son nom et son écurie, on se retrouve dans sa loge où il est possible de consulter mails, classements et informations sur une course future. Je suis sûr que tu as hâte d'aller au garage. Le parti pris Vie ma vie de pilote n'est pas sans rappeler Dirt 2, un autre jeu Codemasters, et fonctionne plutôt bien. Vient ensuite la compétition à proprement parler. Après avoir fait un petit tour au garage histoire de modifier les caractéristiques de sa voiture en fonction du circuit, les courses peuvent véritablement commencer. Elles se divisent toutes en 3 étapes distinctes. Le principe reste toujours le même, tenter d'arriver en tête, mais la forme et le but changent. On commence par les essais, permettant de prendre ses marques sur un circuit inconnu. Si vous réussissez un objectif bonus, généralement battre un record en 5 tours, vous gagnerez des points permettant au pôle recherche et développement d'améliorer votre véhicule. On enchaîne avec les qualifications. Moins vous mettez de temps à effectuer un tour par rapport à vos concurrents, mieux vous serez placé sur la ligne de départ. Ces 2 phases ne vous placent pas en concurrence directe avec d'autres pilotes, seul le chrono compte, ce qui n'est pas le cas dans la 3e phase, la course à proprement parler. Le but est simple, arriver premier. Enfin, ça, c'est la théorie. En pratique, votre écurie vous donnera un objectif, comme finir 12e, en fonction de la puissance de votre voiture. Au final, participer à une course prend du temps, environ une demi-heure, mais l'immersion est totale. Que ce soit les contrôles, le rythme ou les graphismes, tout est fait pour que l'on soit réellement un pilote de F1 et ça marche. Les graphismes y contribuent grandement. Certes, l'ensemble souffre d'aliasing et les débris de véhicules sont très grossiers, mais tout le reste est vraiment excellent. Mention spéciale aux divers effets météorologiques qui modifient totalement la manière d'appréhender un circuit et se laissent agréablement regarder. Le dernier point important du mode carrière concerne votre rival, l'autre pilote de votre écurie. Si vous êtes plus rapide ou simplement meilleur que lui, vous déciderez de la configuration des voitures de votre team. Elles seront donc parfaitement adaptées à vos besoins, pas aux siens. Mais là où la présence de ce second pilote prend vraiment toute son importance, c'est dans le mode carrière en coopération. Accessible uniquement en ligne, ce mode permet à 2 joueurs de vivre la même aventure dans la même écurie. Voir de l'intérieur toutes les tensions que peut provoquer la compétition entre 2 collègues est vraiment grisant et fun. Et la présence de ce mode est un énorme plus. Le mode Grand Prix ne vous fait participer qu'à la partie course pure. On choisit son pilote et donc sa place sur la grille de départ, son circuit, les conditions météorologiques et rouler jeunesse. Jouable à plusieurs, ce mode permet de s'amuser rapidement sur le circuit de son choix. Son existence est une bonne idée, permettant à n'importe quel joueur de se faire une petite course quand il a un quart d'heure à perdre. Enfin, le mode Challenge permet de rouler sur des pistes spéciales afin de comparer son temps final avec les joueurs du monde entier. Ce mode est assez dispensable, le mode online remplissant parfaitement son office en proposant à plusieurs joueurs de s'affronter dans des courses endiablées.
Ce contenu riche, allié à un excellent gameplay, satisfera à coup sûr les amateurs de sport automobile. Un coup est dur, on dirait. Tu vas bien? Hardcore, F1 2011 est tout simplement la meilleure adaptation de ce sport en jeu vidéo jamais créé. Exigeant, complet et réaliste, le nouveau Formula One contentera les amoureux de course automobile et les amateurs de challenge relevés. Mis à part des effets de particules grossiers et l'absence de tutoriel, Codemasters réalise ici un sans faute. Et même si les joueurs débutants peuvent tenter l'expérience grâce à de nombreuses aides optionnelles comme le freinage automatique, F1 2011 se ferme volontairement une partie du public avec sa difficulté élevée. Une telle décision de la part de Codemasters ne peut qu'être saluée. Nous n'en dirons pas autant de l'implémentation d'un pass VIP. Ce système oblige le joueur à rentrer un code pour accéder aux fonctionnalités online du titre. Code déjà utilisé si on achète le jeu d'occasion. Dans ce cas-là, il faut racheter un code à 10 €. Cette pratique scandaleuse tend malheureusement à se répandre chez les éditeurs, et mis à part un boycott massif de la part des joueurs, on ne voit pas pourquoi il s'arrêterait. Alors, la Saint-Barthélemy. Je suis très content de parler de la Saint-Barthélemy dans 101%, je sais pas pourquoi, mais bon, ça avait tellement pas sa place que j'ai eu envie d'en parler. En fait, il faut savoir que Charles IX, il est appelé Charlie IX, mais c'est pour le rendre plus actuel, Charles IX a à peu près 22 ans. C'est-à-dire que c'est vrai que les rois, on les imagine tous vieux avec de la barbe, mais le mec, quand la Saint-Barthélemy est arrivée, il avait 22 ans, il était marié à une meuf de 17 ans. Hein. Alors déjà, tu sens que c'est des jeunes au pouvoir, des Jones, quoi. Donc les mecs, ils sont pas forcément... Voilà. Sa mère, c'est Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis, dans le genre meuf qui a du pouvoir, elle est plutôt pas mal, quoi. Et elle a influencé son môme. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, il y a les catholiques qui se battent contre les protestants. Les chefs protestants sont les huguenots. Et les huguenots, comment dire, ils n'hésitent pas à tuer. Hein, voilà. Ils disent, bon, lui, il nous emmerde, il est catholique, on le tue. Et Catherine de Médicis, elle fouette un petit peu. Elle a peur qu'on la tue. Hein. Elle se dit, à un moment, les huguenots, ils vont nous flinguer. Donc elle fait une réunion avec les généraux, etc., machin, tout ça, le roi. Et elle lui dit, bon, mon fils, maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à la Saint-Barthélemy, on a tout prévu, on va buter tous les chefs huguenots. Tous les chefs protestants. Et là, le gamin, il fait, Charles IX, il fait, mais maman, bah non, on va pas tuer plein de gens. Et sa mère, elle fait, si, sinon ils vont nous tuer. Alors, il faut les tuer. Bah non, je veux pas, non, je veux pas. Bah si, il faut les tuer. Mais non, mais après, comment ils vont se rappeler de moi, les gens dans l'histoire? Ils vont dire que je suis un mec horrible qui a fait tuer plein de gens. Ah non, après, on va raconter ma vie aux enfants pour leur faire peur. Ah non, je veux pas, hein, je veux pas. Et là, sa mère, elle fait, mais si. Mais non, mais en fait, il a une sorte de père adoptif, enfin, quelqu'un qu'il appelle papa, qui est protestant. Sa maîtresse est protestante. Et donc lui dit, bah non. Et tous les gens qu'il aime au musée, au Louvre, tous les peintres qu'il aime sont protestants. Il fait, bah, je veux pas. Sa mère, elle fait, si, t'as pas... Au bout de je sais pas combien d'heures, il se retourne, il en a marre et il fait, ok, mais tuez-les tous. Tuez-les tous parce que c'est tellement horrible que je veux pas qu'il y ait un protestant qui vienne me voir en me disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Et effectivement, ils les ont tous tués. Mais on en saura un peu plus après le No Life Emploi IRL. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate? Je dirais pas cravate. Le community management, c'est un métier qui est très jeune. Voilà, il n'y a pas encore vraiment d'école de formation par rapport à ça. C'est un domaine, les réseaux sociaux, etc., encore une fois jeune, donc pas cravate. Profil recherché. Alors le but, c'est d'avoir un profil assez polyvalent. Bien sûr, bien connaître les réseaux sociaux, les techniques associées, donc connaître un petit peu tout ce qui est langage de programmation, HTML, PHP, c'est un plus. Avoir des notions aussi un peu en design, en graphisme, voilà, savoir utiliser des logiciels comme Adobe, Photoshop, etc. Et ensuite, après, surtout avoir un bon style rédactionnel, voilà, excellente orthographe, conjugaison, pas de problème là-dedans. Voilà, c'est un plus non négligeable. Niveau d'études et expérience. Alors ça peut varier, on peut arriver effectivement du journalisme et arriver dans le community management, donc avoir fait des études là-dedans. On peut avoir également fait des études plus dans l'ingénierie,
voilà, dans des choses très techniques. Voilà. Ensuite, c'est pas effectivement quelque chose de spécialement requis. On peut arriver à un niveau après bac avec une bonne expérience sur les réseaux sociaux, si on est par exemple blogueur, si voilà, on a déjà travaillé avec des marques, avec des agences. Voilà. Le but, c'est d'avoir encore une fois de l'expérience, qu'elle soit personnelle ou déjà professionnelle, voilà, au niveau des réseaux sociaux et de la gestion de communauté. Rémunération et évolution. Voilà, comme c'est un métier qui est jeune, il n'y a pas encore beaucoup d'expérience par rapport à ça. Il n'y a pas des grilles de salaire qui sont un peu, on va dire, préétablies. Voilà, le métier de community manager, ça va se rapprocher fortement c'est un chef de projet, voilà, sur un domaine bien spécifique. Donc effectivement, ça peut commencer bien sûr à partir du SMIC et ensuite, voilà, je dirais une moyenne, ça pourrait être aux alentours de 1 800–2 000 euros bruts par mois. Faut pas hésiter aussi à essayer de voir avec son employeur, surtout quand ce sont des agences de communication, voilà, à avoir un système, pourquoi pas de primes sur la performance, sur les clients décrochés, les clients bien gérés et renouvelés sur de nouveaux contrats, voilà, ce genre de choses. Maintenant, au sein des petites agences, il y a aussi une ambiance qui est beaucoup plus familiale, beaucoup plus proche. Voilà. Et on a aussi généralement plus de responsabilités au sein d'une petite agence que d'une grosse agence, où là on est vraiment plus affecté à une tâche bien précise, quoi. À éviter absolument. Lors de l'entretien, ce qu'il faudrait éviter, bon bien sûr, c'est sûr que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais voilà, éviter d'être stressé, de trop vouloir en dire, de rentrer dans des considérations trop techniques si en face de soi le recruteur n'y comprend rien. C'est vraiment d'être détendu, de présenter, de rassurer l'employeur, de lui expliquer qu'on maîtrise des réseaux sociaux, qu'on est créatif, qu'on a des idées, qu'on peut, voilà, apporter vraiment son expérience à profit des clients, donc si c'est une agence de com, ou à profit du client si c'est une entreprise en particulier. Voilà. Éviter au maximum donc d'être stressé et de trop en dire et de vouloir trop en faire. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. En parlant de Saint-Barthélemy, donc voilà, on parlait de Saint-Barthélemy, ben voilà, le massacre a lieu, la nuit dans Paris, des milliers de gens se font assassiner, des enfants, des femmes et des chefs huguenots, heureusement. Tout le monde se fait buter, tout le monde est balancé dans la Seine, il y a tellement de corps dans la Seine que les enfants jouent et arrivent à traverser la Seine en piétinant les corps des cadavres qui flottent, donc c'est la classe. Charles IX voit ça des fenêtres de son château et se dit « mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il somatise tellement, Charles IX, qu'un psy aurait vraiment aimé l'avoir dans son bureau, puisqu'il somatise tellement qu'un an et demi plus tard, il en meurt. Ce qui fait que finalement, Charles IX, bah on l'aime bien dans ce bouquin. Bah ouais, parce qu'on se dit « putain, le pauvre gars, quel destin de merde !» Ça n'a rien à voir, mais regarde, temps perdu. Bonjour, vous aussi la primaire, ça vous intéresse. Et puis après tout, 1 euro c'est quoi? Pas grand chose. Vous mangerez mieux, enfin, vous mangerez demain. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Probablement que oui, mais vous savez, on vieillit, on fatigue. Je commence à avoir des rhumatismes et je vous avais déjà dit que j'avais mal au dos? Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais on me reproche parfois de ne pas m'attarder suffisamment sur les jeux, de ne pas être plus didactique dans mes explications. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je le fais exprès. Ouais. En effet, j'estime que dans cette émission, dans 70% des cas, les images se suffisent elles-mêmes. Par exemple, est-il vraiment utile de vous dire qu'il faut appuyer sur telle ou telle touche du clavier pour faire courir un personnage, puis sur telle autre pour le faire sauter ou lui faire accomplir diverses cascades pyrotechniques? Je pense que non. Car nous ne sommes pas ici pour faire une véritable critique, mais plutôt pour vous encourager à aller vous essayer à autre chose. Et puis bon, au boulot, parfois on s'ennuie un peu, non? À quoi bon vous dire qu'une ambiance sonore déchire sa race de l'enfer, s'il suffit de laisser le son passer tranquillement? Vas-y Mathilde, ça me fera ça de moins à écrire.
n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je vous dire que tel jeu reprend les mêmes mécaniques de tel autre, ou alors que dans tel cas, on a une adaptation de tel autre truc super connu, mais en changeant ou en ajoutant tel ou tel personnage, ou graphisme, ou machin, ou n'importe quoi d'autre? Les images sont là et vous permettent de comprendre tout ça sans même que je vous le dise, non? Et j'irais même jusqu'à dire que ça ne sert carrément à rien de dire que dans Aeroflux, par exemple, si vous tapotez sur le bouton, vous irez à vitesse normale, alors que si vous gardez appuyé, vous volerez 2 fois moins vite. Ni même que flinguer des ennemis augmente votre barre d'expérience et votre multiplicateur qui lui-même augmente vos points. Non, tout ça, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tout ça, vous pouvez le découvrir vous-même, là, maintenant, en collant votre nez devant votre ordinateur et en tapant sereinement les adresses ou les mots-clés qui se sont affichés sur l'écran. Après, libre à vous de déchaîner vos réflexes ou vos neurones et de passer le temps agréablement. Et ça tombe bien car justement, après tout ça, il serait tout de même utile de rappeler que le plus important reste qu'il ne faudrait surtout pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Enfin, voilà quoi. Donc, bon, Charles IX en meurt, mais entre-temps, il a 1 an et demi de vie. Et c'est 1 an et demi de vie, c'est vraiment la merde. C'est-à-dire que, déjà, il y a la Saint-Barthélemy, alors le peuple, il l'aime pas trop, d'accord? Ils disent quand même, Charles IX, il est pas cool. Alors, Charles IX, il se dit, mais merde, j'aimerais bien que les gens y m'aiment et tout. Alors, il essaye d'avoir des idées pour que les gens l'aiment. Par exemple, il a eu une idée, mais le problème de ce gars, c'est qu'à chaque fois, il a une idée de merde. C'est-à-dire qu'il déplace le jour de l'an, et je crois que le jour de l'an avant était en avril, 1er avril, et il le met au 1er janvier. Et là, les gens le détestent, et donc créent le poisson d'avril pour se foutre de la gueule du roi. Ensuite, il se dit, bon, tant pis, je vais faire autre chose. Et il se dit, le 1er mai, je vais offrir du muguet aux gens. Et là, il va voir sa mère, Catherine Médicis, il fait, je peux offrir du muguet? Et sa mère, elle fait, ok, ça va pas nous coûter cher, vas-y, et tout. Alors il dit à tous les soldats du pays, allez ramasser du muguet et offrez-le aux paysans. Ils offrent du muguet et tout, et les paysans font, oh bah pour une fois que le roi nous offre quelque chose, on va le manger. Et ils mettent le muguet dans la soupe. Mais tout est poison dans le muguet. Donc, des milliers de gens sont morts. Ce mec a tout raté dans sa vie. Je vous promets qu'à la fin, on l'aime. On fait obligé de l'aimer, c'est tellement un loser qu'on l'aime, quoi. Après le massacre, il va au Louvre et il fait, mais il n'y a plus de nouveaux tableaux de mes peintres préférés. Et là, t'as les gars du Louvre qui font, ils étaient protestants. Bah oui, mais on les voit plus. Vous les avez tous fait tuer. et donc, ouais, vraiment un beau destin de merde. Bref, ça manque d'humour, donc on regarde les oreilles d'Ariel. Et maintenant, c'est Retro and Magic. Bill and Ted's Excellent Adventure est une comédie américaine sortie en 1989. Méconnu chez nous, le film a pourtant lancé la carrière de Keanu Reeves et est considéré comme un film culte aux États-Unis, au même titre que, disons, Wayne's World dans le même registre. Les aventures de Bill and Ted ont engendré 2 films, une série animée, une série live, mais aussi plusieurs jeux vidéo, ainsi qu'un jeu parodique dont nous allons parler aujourd'hui dans Retro and Magic. L'adaptation du premier film sur Amiga reprend la trame du long métrage. Bill and Ted sont 2 amis inséparables qui ont formé un groupe appelé les Wild Stallions. Mais les 2 dudes sont sur le point de rater leurs examens de fin d'année, en particulier leur examen d'histoire. C'est alors que Rufus, un voyageur temporel, arrive du futur afin de les aider. Il se trouve que si les 2 compères ratent leurs examens, le père de Ted enverra son fils en école militaire, mettant un terme à leur amitié et par extension aux Wild Stallions. Or, la musique des Wild Stallions sera la fondation d'un futur utopique où régneront la paix et la coolitude éternelle. Pour sauver l'examen d'histoire de Bill and Ted, Rufus leur confie sa machine temporelle, une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique qui permet de voyager dans le temps, on se demande où les scénaristes sont allés chercher cette idée. Le but du jeu est de composer les numéros de téléphone temporels des différents dudes historiquement importants afin de les recruter pour aider Bill and Ted à réussir leur examen. Chaque époque prend la forme d'un mini-jeu. Ainsi, dans la Grèce antique, il s'agira d'une épreuve de plateforme, tandis que le duo escalade une montagne pour trouver la réponse à la question « Qui est plus intelligent que Socrate ?» Dans la France de la Révolution, il s'agira de triompher d'un labyrinthe censé représenter la Bastille, et ainsi de suite. Bill and Ted sur Amiga reste malgré tout un jeu très oubliable et n'a pas l'inventivité du film original.
sur NES, Bill & Ted prennent la forme d'un jeu d'aventure en 3D isométrique. L'histoire se déroule cette fois-ci après les événements du film. Des rebelles temporels ont capturé des figures importantes de l'histoire et les ont changées d'époque. Si Bill & Ted ne parviennent pas à les ramener à la bonne époque, l'histoire sera changée et les Wild Stalins n'auront jamais existé. Dude! Le principe général reste le même. Numéro de téléphone, voyage dans le temps, figures historiques, etc., etc. Quelques idées rigolotes parsèment le jeu, comme le fait de se croiser soi-même dans le passé. Sur Game Boy, Bill & Ted change à nouveau de gameplay puisqu'il s'agit d'un jeu de plateforme arcade très basique qui n'est pas sans évoquer quelques vieux titres comme Space Panic ou le premier Donkey Kong. Il s'agit d'éviter les ennemis et de ramasser toutes les orbes afin d'éviter que le méchant Denemolos ne change l'histoire. On notera au passage que malgré son titre, le jeu est en fait basé sur le deuxième film, Bill & Ted's Bogus Journey. La version Lynx prend quant à elle place après le deuxième film. Bill & Ted sont de retour dans les circuits du temps pour sauver leurs petites amies enlevées par la mort. Le pourquoi du comment serait un peu long à expliquer, mais en gros la faucheuse veut se venger des deux compères. Bill & Ted sur Lynx est sans doute le plus intéressant des jeux mettant en scène le duo. Il s'agit d'un jeu d'aventure en vue du dessus, où comme toujours il faudra parcourir diverses époques. Pour résoudre chaque tableau, le joueur devra apprendre à maîtriser le flot du temps, par exemple en laissant un objet à un endroit du passé pour le récupérer dans le futur. A l'inverse, si le joueur trouve un objet dans le futur, il devra penser à le laisser dans le passé pour ne pas créer de paradoxe. Preuve s'il en fallait du succès rencontré par Bill & Ted Outre-Atlantique, un RPG parodique vit le jour peu après le film. Baptisé Richard and Alan's Escape from Hell, il conte l'aventure infernale de deux dudes transportés accidentellement en enfer par un coup de téléphone malencontreux. Comme Bill & Ted, ils devront pour s'en sortir s'allier avec différentes figures historiques. Mais le jeu se déroule en enfer, donc parmi les alliés du joueur se trouvent des figures historiques comme Staline ou Gengis Khan. Un RPG où on peut avoir Staline ou Gengis Khan dans son équipe, si avec ça on ne vous a pas donné envie d'y jouer. Le jeu est construit sur le moteur de Wasteland et Fountains of Dream, dont on avait déjà parlé dans le Retro & Magic sur la série Wasteland Fallout. Il s'agit donc d'un excellent RPG sur ordinateur, bourré d'idées originales et d'humour caustique. Il est d'ailleurs recommandé de bien lire tous les petits textes descriptifs qui parsèment le jeu et qui sont souvent truculents. Pour l'anecdote, les deux héros sont nommés d'après les concepteurs du jeu, le game designer et programmeur Richard Seaborn et le graphiste Alan Murphy. Donc voilà, ce bouquin c'est juste trop bien. Je vous invite à lire Charlie 9 de Jean Telet. Ah ouais, en fait, j'ai retrouvé une lettre d'Ariel qui m'avait envoyée quand on était correspondant en 1995. C'est mignon. Je vais vous la lire. 15 septembre 1995. Cher Davy. J'espère que tout va bien, c'est toi en Ardèche. Ici à Lyon, tout va bien. Depuis la fois où tu es venu, c'est moi. Sauf que Raymond Barre, il est devenu le nouveau maire, nous a dit la maîtresse, Madame Blin. Et qu'au Club Dorothée, ils ont arrêté de passer Jem et les hologrammes. C'est dommage. Le Club Dorothée à Ozas, c'est toi? J'ai pas retrouvé la jambe de ton robot. J'espère que c'est peut-être toi qui l'avais en fait. Je t'adore. Tu me fais trop rire. Surtout quand tu fais le spectacle des inconnus. À bientôt, ton correspondant, Ariel.